donc notre après-midi de cette journée d'études sur Bouvier en accueillant François Séguin, je le dis bien pour une fois, qui est conservateur du patrimoine, qui travaille donc ici au musée de Picardie et qui va nous faire découvrir l'exposition amiénoise de 1860. Merci. Alors bonjour à tous. Alors, à titre personnel, je remercie la Société des antiquaires de Picardie et en particulier Jean-Loup évidemment de m'avoir associé à cet événement, et à titre du musée, je suis tout à fait heureux et enchanté que la manifestation se déroule ici et qu'on mette en valeur un pan de notre histoire commune, qui est celle donc de cette collection malheureusement peu représentée dans nos salles. Alors, je commence par une citation. À quelle mystérieuse impulsion obéit la province lorsqu'elle recherche ce qu'elle fut jadis et ce qu'elle peut être aujourd'hui dans ces expositions d'art ou d'industrie auxquelles nous sommes conviés de toutes parts? Trouve-t-elle que, trop sacrifiée jusqu'ici à l'unité française, il est temps pour elle d'apporter un peu de variété dans cette unité monotone, et se prépare-t-elle à une sorte d'autonomie sans avoir une conscience bien nette de ce qu'elle fait? C'est ainsi que débute le compte-rendu très complet et d'ailleurs très élogieux que fait de l'exposition d'Amiens de 1860 Alfred Darcel pour la Gazette des Beaux-Arts. Alfred Darcel, c'est un personnage important qui finira notamment conservateur du musée de Cluny, donc quelqu'un qui compte dans le milieu. Poursuivant son propos introductif, le savant ajoute « Parmi ces sociétés, celle des antiquaires de Picardie est une des plus anciennes et à coup sûr des plus vivaces. Aussi, c'est à elle qu'a été réservé l'honneur d'organiser la première exposition d'art et d'archéologie qui, bien que restreinte au cercle limité d'une province, est rejaillie avec un certain éclat sur le pays tout entier. Amateurs et curieux, s'en sont allés faire le pèlerinage d'Amiens, et ils sont revenus charmés de ce qu'ils ont vu et de l'importance du résultat. Car ce n'était point une petite affaire que de réunir en une même pensée tant d'amateurs, petits et grands, disséminés dans toute une province, et qui se sont reliés entre eux, et qui ne sont reliés entre eux par aucun lien administratif. Il a fallu une certaine dose d'activité et d'énergie pour rassembler la quantité d'objets de toute nature qui ont rempli pendant quelques semaines les salles de l'hôtel de ville d'Amiens. La peinture formait la division la plus importante de l'exposition d'Amiens. Venaient ensuite les arts du Moyen-Âge, l'orfèvrerie, l'émail, l'ivoire, représentés par les reliquaires de plusieurs églises et par la belle collection de M. Bouvier. » Fin de citation. La mention de la collection Bouvier figure donc dès la première page de ce compte-rendu, trahissant la part capitale qu'elle tint lors de cet événement. Effectivement, c'était la première vaste présentation publique de cet ensemble extraordinaire réuni dans la capitale picarde. L'exposition de 1860 semble avoir eu pour objectif, outre l'illustration du passé prestigieux de la province, celui de nourrir les collections du musée en cours de construction. Si la première part de l'objectif fut pleinement atteinte, la seconde ne le fut hélas pas. À cet égard, l'exposition artistique et archéologique apparaît aujourd'hui comme un somptueux prélude qui ne connut que peu d'écho pour les collections publiques amiénoises, d'où le titre de ma présentation. Alors, je vais commencer d'abord par vous donner le contexte de cette manifestation, que sont les fêtes d'Amiens de mai 1860. En effet, la ville d'Amiens accueille cette année-là le concours régional agricole, qui à l'époque est une manifestation de très grosse ampleur. Et pour célébrer cela, 3 jours de festivités sont organisés à Amiens. Le programme est le suivant. 26 mai, inauguration de la statue de Laumont dans la cour de la bibliothèque, que vous voyez là sur un cliché rare, parce qu'aujourd'hui elle a déménagé. 27 mai, remise des récompenses aux lauréats du concours régional à la Haute-Oie. Et enfin, 28 mai, grande cavalcade historique, événement oublié mais sans doute mémorable pour l'époque, représentant l'hommage féodal rendu à Amiens en 1329 par Édouard III, roi d'Angleterre, au roi de France Philippe de Valois. Le soir du dimanche 27, un banquet par ailleurs offert par le comice agricole dans la gare du Nord et recevait tout de même 600 invités en présence du préfet de la Somme, de l'évêque d'Amiens et de l'inspecteur général de l'agriculture. La cavalcade que vous avez sous les yeux du 28 était le clou du spectacle. Le mauvais temps, un peu comme aujourd'hui, faillit rendre impossible sa tenue, mais finalement l'événement fut célébré comme une grande réussite. La cérémonie se tint place Longueville, qu'on reconnaît sur la gravure du haut. On avait à l'ouverture de la procession les souverains, et ensuite marchaient les corporations amiénoises, les jardiniers, les sculpteurs, les mécaniciens, les teinturiers, les chapeliers, tisseurs et agriculteurs. Et un char tiré par 4 bœufs suivait, orné de fleurs des champs et d'épis, qui célébrait donc évidemment l'agriculture picarde.
Les participants avaient revêtu des costumes évoquant le Moyen-Âge et des armures métalliques, comme on le voit sur la seconde gravure, apparemment plus ou moins exact du point de vue historique, mais en tout cas très impressionnant. Et enfin, un bal donné le soir du 28 clôturait les célébrations. Les participants de la cavalcade y participèrent en costume historique, et l'organisation en fut vantée et fit de cette soirée, je cite, « le digne pendant des réunions de la plus aristocratique société parisienne ». C'est Émile Bourdelin du Monde Illustré qui nous dit ça. Donc voilà, très rapidement brosser le contexte, mais ça vous explique un peu pourquoi on a décidé de cette manifestation. Donc dans ce cadre, la naissance du projet en fait est très bien documentée. C'est lors d'une séance de la Société des antiquaires de Picardie du 30 mai 1859 que M. de Boyer de Sainte-Suzanne expose le projet de consacrer une exposition aux richesses archéologiques de la province à l'occasion de la tenue du concours régional. Il est épaulé tout de suite par l'abbé Corblay, et il est quand même intéressant de consacrer une brève explication à qui est Charles de Boyer de Sainte-Suzanne. C'est donc un Parisien installé à Amiens depuis relativement peu de temps, et il est tout fraîchement intégré comme membre de la Société des antiquaires de Picardie, ayant été reçu le 15 mars 1859. Il endosse les fonctions de secrétaire par ailleurs, de secrétaire général de la préfecture de la Somme, poste qu'il occupe depuis le 1er mai 1858. Très vite, il est donc intégré à la Société des antiquaires. On l'élit même président pour l'année 1860, honneur qu'il est obligé de décliner en raison de ses multiples charges, dont celle de la préparation de l'exposition. Alors comme toujours à cette époque, quand un projet est né au sein de la Société des antiquaires, on crée une commission. Donc là, ça n'a pas manqué, une commission de l'exposition est formée, la proposition étant acceptée, et un vote en élit les membres le 12 juillet 1859. Sont ainsi nommés donc, Boyer de Sainte-Suzanne, qui est assez justement nommé président de la commission. Je vous donne les autres noms parce que c'est aussi assez révélateur de l'esprit dans lequel tout ça s'est formé. Donc on a Croc, qui est un peintre d'histoire, Letellier, peintre d'histoire également, et directeur de l'école de dessin, Boca, conservateur des archives départementales et vice-président de la Société des antiquaires, Boutor, conseiller de préfecture, Dutilleux, dont on a déjà un peu parlé ce matin, chef de division à la préfecture et secrétaire de la commission ad hoc, Antoine, architecte, Garnier, membre important de la société, Dusvel, dont on a aussi déjà parlé ce matin, inspecteur des monuments historiques, Forceville, statuaire amateur, il est présenté comme tel, statuaire amateur et trésorier de la commission, et enfin Corblay. Garnier et Corblay déclinent car ils ont trop d'occupations, et donc à leur place on nomme le comte de B, qu'on a aussi présenté tout à l'heure, qui est alors président de la Société des antiquaires, et Janvier, secrétaire de la Société des antiquaires, qui rejoint également la commission de l'exposition. Elle décide de se réunir tous les 15 jours pendant la durée de son activité. Et en effet, vous voyez tout de suite, et ça vous le verrez tout au long de mon exposé, que tout se fait dans une certaine précipitation, parce qu'entre juillet et mai, il y a peu de temps pour organiser un événement de cette ampleur. Alors Boyer de Sainte-Suzanne, comme je le disais, est nommé président à l'unanimité, et Dutilleux endosse les fonctions de secrétaire lors de la séance du 28 juillet. Ce duo semble prendre une part capitale dans la conduite du projet. Et il est assez intéressant de noter qu'il y a une surreprésentation du personnel de la préfecture, alors au sein de la Société des antiquaires d'une manière générale, mais à plus forte raison au sein de cette commission spécifique. Et assez logiquement, pour compléter ce noyau dur, on fait appel aux artistes et aux spécialistes du patrimoine de la société. Et car évidemment ceux-ci sont en particulier en relation d'ores et déjà naturellement par leurs activités avec les propriétaires et les collectionneurs locaux qu'ils pourront ensuite associer à leur projet d'exposition. Alors pour mener à bien sa mission, la commission se nourrit de l'expérience des villes qui ont déjà organisé ce type de manifestation récemment. Parce qu'en effet c'est une mode à l'époque, toutes les villes organisent leur exposition régionale. Donc, en l'occurrence, Avignon, Toulouse et Limoges sont sollicités et répondent à la sollicitation. Avignon et Toulouse font valoir notamment que les frais pour l'organisation de leur exposition étaient très modestes et ont été largement couverts par les recettes. Donc la Société des antiquaires n'hésite pas à se lancer dans le projet. Il est intéressant de noter que ça correspond à une mode et que même si l'ampleur de l'exposition amiénoise apparemment surpasse celle des autres, ce n'est pas une idée révolutionnaire qu'ils peuvent avoir. Alors, la commission, assez vite, travaille évidemment à définir un règlement de l'exposition.
c'est l'une des premières préoccupations, et c'est Boca, donc l'archiviste du département, qui se propose de rédiger ce règlement. Donc vous en avez ici la première page. Je vais revenir très rapidement sur son contenu. Donc les premiers articles donnent évidemment les circonstances générales de la tenue de la manifestation. On nous donne d'abord le lieu, donc on l'a déjà évoqué rapidement, c'est l'hôtel des Feuillants, juste en face, rue de la République. On donne les dates prévisionnelles du 20 mai au 6 juin 1860, donc à peine 3 semaines, un temps assez dérisoire par rapport à l'ampleur du travail accompli. Et aussi évidemment la composition de la commission. L'article 3 liste les objets admis à faire partie de l'exposition. C'est un peu long, mais c'est quand même intéressant, donc je vous les cite. Il y a donc les tableaux, dessins, aquarelles, gouaches et gravures, les statues et bas-reliefs, les vitraux, émaux, miniatures, mosaïques, etc., les sculptures sur ivoire, sur bois, etc., les médailles, monnaies, camées, nielles, etc., les bijoux et ouvrages d'orfèvrerie, les poteries, faïences, porcelaines et biscuits, les bahuts et autres meubles sculptés, incrustés en marqueterie, les tapisseries, étoffes, dentelles, etc., les armes et ustensiles, les manuscrits et livres précieux, enfin les curiosités exotiques. Voilà, ce qui englobe, vous voyez, quand même très très largement à peu près tout ce qui peut être collectionné dans la région, sans d'ailleurs qu'il y ait un lien spécifique avec la Picardie, autre que celui d'être conservé en Picardie. La limite chronologique basse ou haute est le début du XIXe siècle. Dans un premier temps, on exclut donc les tableaux contemporains, la Société des Amis des Arts de la Somme devant théoriquement organiser conjointement une exposition dédiée aux artistes vivants. Les conditions de transport et de sécurité sont fixées par le règlement, et notamment, bien sûr, tous les frais sont à la charge de la Société des Antiquaires. Des vitrines sous clé seront installées pour les petits objets, et la surveillance des salles d'exposition sera assurée jour et nuit. Les salons d'exposition seront ouverts tous les jours de 10h à 4h de relevé, donc on dit aujourd'hui 16h. Donc on voit quand même que le règlement va dans un souci de détail très très poussé. Et on a même le prix d'entrée, donc un droit d'entrée d'1 franc par personne est fixé certains jours, et il baisse à 50 centimes les autres jours. Les exposants et les membres résidents de la Société des Antiquaires auront le droit à une carte permanente d'entrée. Là sur cette page, vous avez donc en haut le ticket d'entrée lambda, si je peux dire, en bas la carte pour les membres de la SAP, pour les exposants, et enfin un abonnement au prix de 5 francs pour un nombre d'entrées indéfini à l'exposition. L'une des dispositions est très regrettable aux yeux de l'historien, c'est que les dessins, copies et photographies sont interdits sans autorisation des exposants, ce qui fait qu'on a relativement peu de témoignages graphiques de cette manifestation. En revanche, la commission souhaite qu'un catalogue soit publié pour permettre au public de visiter avec profit les salles et évidemment de pouvoir savoir ce que les gens en voient. Et cet élément est aujourd'hui essentiel pour la bonne connaissance et même la connaissance très précise de cet événement. Enfin, il est prévu que des médailles soient décernées aux personnes ayant exposé les collections les plus remarquables. Le règlement, comme vous l'avez vu, est imprimé en janvier 60. Donc le compte à rebours est lancé, on se rapproche de la date fatidique. Alors, passé cette première étape administrative, évidemment, la question majeure est celle de rassembler les objets. Afin de collecter les objets dignes de figurer dans l'exposition, le territoire picard est quadrillé par la commission. Les membres de la société endossent la responsabilité du département de la Somme et des correspondants sont sollicités dans chaque localité importante. Des courriers, dont vous avez ici un exemple imprimé, sont envoyés aux relais locaux pour faire appel, évidemment, le plus largement possible aux propriétaires. Les collectionneurs connus sont même sollicités directement avec un autre courrier type, et les réponses sont plutôt bonnes, ce qui donne voilà, de l'entrain, de la satisfaction à la commission. Elle le manifeste au cours de ces séances. En complément, des visites sont menées par certains membres de la commission dans diverses localités importantes de la région. Boyer de Sainte-Suzanne fait savoir à la commission en février qu'il a rencontré M. Dussommerard à Paris lors d'un voyage récent et que ce dernier a promis d'envoyer des objets qui intéressent la Picardie de sa collection propre. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi le projet ne va pas à son terme, mais on voit même que du coup, la recherche déborde les limites administratives de la région. Évidemment, ville et évêché sont mis à contribution. L'évêque reçoit très favorablement cette demande et il incite donc tous ses administrés à participer. Il demande toutefois qu'un ecclésiastique soit nommé au sein de la commission pour veiller à l'observation des règles canoniques pour les objets encore en usage liturgique.
Et donc c'est comme ça que Jourdain et Duval, célèbres abbés de la Société des Antiquaires, rejoignent la commission. Et eux-mêmes ensuite démarchent leurs collègues, si je peux dire, au sein du diocèse. La ville soutient également le projet par des subventions, et elle propose également de participer à l'adjonction d'une salle de peinture contemporaine, parce qu'entre-temps la Société des Amis des Arts a fait défection, et donc très tard, au mois d'avril, on lance de nouveaux appels à contribution pour récolter des tableaux modernes, 6 semaines avant l'ouverture de l'exposition, ce qui laisse quand même un peu songeur. Cette section est néanmoins richement dotée, même si évidemment les délais rendent sa préparation un peu acrobatique. Et enfin, on établit la responsabilité de la sélection des objets aux membres de la commission par leur spécialité, et je n'évoquerai que celle de Bouvier. Pour son cas précis, c'est le comte de B et d'Usvel qui sont sollicités pour aller le voir et faire appel à sa générosité. Le choix du lieu également est fondamental. On décide, et sans doute que les fonctions du président de Sainte-Suzanne suscitent la bienveillance de la préfecture, on décide de choisir donc la salle du conseil général, donc la salle de l'hôtel des Feuillants, juste en face du musée, comme lieu de l'exposition. Il s'agit d'une salle très vaste et de 4 autres salles. Donc là vous avez un plan, je sais pas si oui voilà, on a ma souris, donc ça c'est la grande salle, les 4 autres salles dans l'alignement et la grande galerie qui devait théoriquement accueillir l'exposition. Cette libéralité préfectorale s'accompagne d'une subvention attribuée à l'exposition. Et on notera quand même que le président du Conseil général du temps est le comte de Beaumont, qui est un soutien assidu du projet du musée Napoléon notamment, et donc il a dû avoir un œil particulièrement favorable pour le projet. Assez logiquement, c'est Louis-Henri Antoine, donc architecte et membre de la commission, qui doit s'occuper de l'organisation matérielle de la salle. Il s'occupe donc du choix des vitrines et aussi d'un projet qui n'aura finalement pas lieu, mais de construction d'une galerie provisoire en bois qui aurait dû être installée ici dans le jardin pour accueillir les tableaux modernes justement, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez de place. Et on fait un vrai modèle grandeur nature de cette galerie qui n'est pas du tout satisfaisant dans la mesure où ça bouge toute la lumière qui est entrée sinon par ces fenêtres-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer son fusil d'épaule et trouver un autre lieu, les Feuillants devenant trop exigus pour le projet dans l'ampleur qu'il a prise au printemps. Donc c'est la ville qui est finalement sollicitée pour l'octroi des salles de l'aile neuve de l'hôtel de ville. Donc là vous avez un dessin contemporain qui date de 60 même, de Louis Dutoit. Vous voyez voilà, toute l'aile neuve qui vient de sortir de terre et de l'autre côté l'aile orientale qui n'existe pas encore. Et donc c'est ces salles extrêmement vastes et toutes neuves qui sont finalement choisies, la ville acceptant très, très facilement la proposition. On note en particulier que ces grandes fenêtres laissent entrer une grande quantité de lumière du jour qui est idéale pour le but de la manœuvre, l'exposition de tous ces objets. Alors maintenant que les conditions matérielles sont à peu près réunies, il s'agit évidemment de promouvoir le projet. Des articles de presse sont publiés dans les titres de presse locaux et même nationaux pour faire connaître le projet. Et en particulier, Dusvel, qui est un peu jugé parti, mais bon, rédige un article de 7 pages pour la revue La Picardie en janvier 1860, où il détaille la genèse du projet, la constitution et le travail de la commission, et les principales dispositions du règlement. Je le cite très rapidement. Il écrit « Il faut en effet stimuler l'apathie de certains possesseurs d'objets intéressants, mais qui n'en connaissent pas toujours le mérite. Il faut vaincre la répugnance de ces amateurs auxquels on inspire des craintes chimériques pour les curiosités qu'ils seraient disposés à envoyer à l'exposition. Il faut enfin faire comprendre aux collectionneurs, jaloux de montrer tous leurs trésors, qu'une exposition ne peut se composer des objets d'un seul et unique cabinet. » Donc c'est assez intéressant, on voit qu'il essaye vraiment de briser les réticences que la commission a pu rencontrer. Il fait aussi la promotion en donnant quelques objets particulièrement prestigieux qui sont d'ores et déjà confiés à l'exposition, mais il précise qu'il laisse une surprise aux visiteurs, aux amateurs qui se rendront aussitôt son ouverture de tous côtés à Amiens. Donc voilà, vraiment un sentiment de... Enfin, on sent que c'était, outre un expert du patrimoine, un communicant en herbe que ce Dusvel. Et il conclut que l'exposition archéologique de 1860 sera un véritable service rendu à la science de l'Antiquité, aux arts et à l'industrie qui doivent se prêter un mutuel concours. Alors le catalogue, je dois en dire un mot.
parce qu'en effet, afin d'élaborer l'ouvrage qui accompagne l'exposition, des sous-commissions thématiques sont créées et confiées aux divers membres de la commission. Il faut notamment qu'ils rédigent des essais historiques qui servent à introduire le catalogue. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant et conçu intellectuellement, pas uniquement une succession d'objets. Et chose assez époustouflante, la rédaction des notices se fait en fait au fur et à mesure de l'arrivée des objets. Et on nous dit que c'est en 4 jours que les quelques 3000 objets ont été catalogués. Ce qui laisse encore une fois songeur sur l'activité et le travail qu'a nécessité la préparation de l'exposition. Alors pour ce faire, un système de fiches est mis en place, une fiche d'identification sur laquelle vous voyez, alors j'en ai retrouvé une de la collection Bouvier, voilà, très, très sommaire, une sculpture en bois italienne, on n'en sait pas plus. Mais donc un système de fiches d'identification est adopté pour recueillir les informations qui, on le précise, sont laissées à la responsabilité des collectionneurs et des propriétaires, la commission de l'exposition ne mettant pas son nez dans les attributions en particulier pour corriger les possibles erreurs ou attributions un peu trop élogieuses. Ça explique en partie évidemment l'imprécision du catalogue, ce qui est regrettable, mais vu les conditions dans lesquelles il a été rédigé, c'est quand même un ouvrage assez admirable. Et d'ailleurs, de manière assez originale, les comptes rendus de la société comme ceux de la commission sont imprimés pour servir d'avant-propos. C'est une démarche évidemment aujourd'hui extrêmement précieuse et expliquée dès l'ouvrage lui-même. Et Boyer de Sainte-Suzanne nous dit que dans la première partie, nous avons cru devoir publier les délibérations de la société et de la commission. Nous avons été guidés en cela par des intentions généreuses et désintéressées. Nous avons voulu faire profiter de notre expérience les sociétés de province qui seraient dans l'intention d'organiser des expositions analogues. Aussi n'avons-nous rien déguisé et avons-nous mis franchement sous les yeux du public nos hésitations, nos erreurs, les difficultés de toute nature qui se sont présentées et que nous avons plus ou moins bien surmontées. Donc, au contraire des négociations avec Bouvier, là on est extrêmement bien renseigné et c'est absolument passionnant de parcourir toute la vie, toutes les étapes de la préparation de la manifestation. Alors, je vais m'intéresser dorénavant à l'exposition pour elle-même, les exposants et les objets exposés. Comme on l'a dit ce matin, l'exposition est inaugurée le 20 mai, en présence évidemment de tout un cortège de notabilité. Dès le discours d'inauguration, on a un résumé en chiffres de l'exposition qui sont assez vertigineux. En effet, il y a près de 400 exposants, environ 3000 objets. Parmi eux, on a un décompte, 327 tableaux anciens, 249 tableaux modernes, 157 dessins, 90 gravures abilloises, etc. L'ensemble de ces objets se déploie au rez-de-chaussée et au premier étage de l'aile occidentale de l'hôtel de ville. Donc vous avez là un plan inclus dans le catalogue avec le rez-de-chaussée ici, le premier étage là et toute la légende correspondante. On voit que les objets sont classés typologiquement. Au rez-de-chaussée, on a donc les tapisseries qui ornent la grande galerie intérieure, la peinture moderne, puis la peinture ancienne, et qui occupent la quasi-totalité des salles du rez-de-chaussée. Dans le vestibule de l'escalier sont présentés notamment des puits d'Amiens, et enfin du mobilier, des objets divers qui sont dans d'autres espaces de ce rez-de-chaussée. Au premier étage, les types d'objets sont beaucoup plus variés, et à côté des derniers tableaux, on trouve en particulier les objets d'art qui occupent l'essentiel des espaces disponibles. On a une multitude absolument extraordinaire qui emplit ces salles, parce que si on se fie aux décomptes donnés par les organisateurs, ça veut dire qu'on a à peu près 2500 objets dans les quelques salles du premier étage, ce qui est quand même encore une fois totalement vertigineux. On a un dessin, alors que vous avez déjà vu, donc là je vous montre l'esquisse du dessin qu'on verra tout à l'heure de nos yeux, ainsi que le dessin lui-même dont vous êtes dorénavant familier, qui nous conserve l'aspect du salon d'honneur. Alors précisément, le dessinateur se situe ici, on voit bien, on reconnaît bien l'enfilade, et donc la grande vitrine que vous avez là, c'est celle-ci. On y voit le type de vitrine dans lequel l'amoncellement d'objets est placé, et les visiteurs qui, bon, vous l'avez vu, n'étaient pas présents sur l'esquisse, donc ils sont plutôt là pour meubler le dessin. Alors cet espace, outre le dessin, est aussi décrit par Dusvel dans un autre article de la Picardie. Je vais en citer quelques lignes mis en correspondance avec le dessin. Donc, cette salle offre à l'antiquaire matière à un très long examen. Ici sont appendus 3 tableaux du puits Notre-Dame. Donc là, vous les avez repérés dans le fond de la salle, qui sont aujourd'hui, heureusement, dans nos collections pour le coup. Donc ils datent de 1518, 19 et 26. Après, un petit développement sur les puits eux-mêmes.
Plus haut, la Sainte Face de Corbie, qui remonte, dit-on, au 7e ou 8e siècle, attire le regard des archéologues. Là, une belle vierge en bois en ivoire du XIIIe siècle se montre, à côté de plusieurs figures de saints et saintes en bois peint et doré, d'une parfaite exécution. Plus loin, un riche assemblage de bâtons de chantre, dont le haut est en argent repoussé, de croix de procession de diverses formes et matières, captive également l'attention. Il en est ainsi des 5 volets peints appartenant à l'évêché d'Abbeville et aux dames Ursulines d'Abbeville. Un peu plus loin, il décrit encore, sur l'étagère, disposées au milieu de la même salle, se trouvent de longues vitrines remplies d'antiquités précieuses, telles que casques et épées en bronze, sceaux, diptyques en ivoire, etc. On y distingue aussi un curieux manuscrit appartenant à monsieur le comte de l'Escalopier qui a la forme d'une fleur de lys. Alors là, on le connaît bien parce qu'il est de l'autre côté de la rue. Plus haut, l'étagère dont nous parlons est couverte de croix processionnelles, de calices, de montrances, de reliquaires et de chasses enrichies d'ornements les plus variés. Et il en décrit une en particulier, celle que j'ai ajoutée à l'écran. Parmi les chasses, nous devons citer ici celle de l'église de Guéchard, près Crécy. Cette chasse, en forme de tombeau et en argent, fait voir sur un de ses côtés le corps de Saint Furcy, placé dans un chariot et que traînent 2 bœufs. Alors là, voilà, elle est aujourd'hui au trésor de la cathédrale. J'ai ajouté, pour l'anecdote, cette croix qui est dans nos réserves aujourd'hui et qu'on reconnaît ici, notamment avec ces petites pendeloques assez caractéristiques sur chaque bras. Alors j'aurai malheureusement pas le temps aujourd'hui de m'attarder sur l'analyse des objets et des exposants, mais j'essaierai de le faire au moins sommairement dans la publication. Je vais maintenant passer tout de suite à la réception de l'exposition, parce qu'en effet, on a quand même un écho assez fort à cette manifestation, notamment dans la presse, bien sûr. Donc la presse mentionne avec des éloges les fêtes d'Amiens et également et particulièrement l'exposition archéologique et artistique. Si les titres généralistes s'intéressent plus particulièrement aux festivités, les journaux spécialisés, eux, offrent une belle place à la critique de l'exposition. Alors je citerai rapidement Louis Auvray, par exemple, dans la revue artistique et littéraire, qui nous dit « On ne saurait, selon nous, ni trop encourager, ni trop multiplier dans toutes les parties de l'Empire des expositions du genre de celle qui a eu lieu à Amiens, parce qu'elle donnerait une idée des richesses artistiques que la France possède en dehors de ses collections publiques, et qu'on pourrait alors en dresser le précieux inventaire. » Donc en quelque sorte, un service dans l'inventaire avant la lettre. Mais l'article le plus complet, c'est celui que je citais en introduction, celui donc de Darcel, paru dans la Gazette des Beaux-Arts. Comme la plupart des commentateurs, il loue tout particulièrement 2 faits majeurs, la présence des puits d'Amiens, qui à l'époque sont quand même une découverte pour la plupart des gens, et aussi, bien sûr, la collection Bouvier. Il écrit au propos de cette dernière « Nous sommes forcés de mettre une foule d'autres sculptures en bois de mérite fort divers, dont 35 appartiennent à M. Bouvier pour arriver aux ivoires. Mais là, nous rencontrons encore la collection de M. Bouvier, d'une importance telle que nous la réservons pour en parler un jour avec les développements qu'elle mérite. » Malheureusement, il ne le fait jamais, mais... Nous y avons compté 53 diptyques entiers ou feuillets de diptyques, surtout des 14e et 15e siècles, 9 vierges dont une est de la plus grande beauté, des crosses et un objet civil excessivement rare. C'est un manche de poignard en dents de morse, dont il donne même une gravure, alors vous avez la photo et la gravure publiée dans la Gazette, sculptée à la fin du XIIIe siècle. L'orfèvrerie nous ramène encore à la collection de M. Bouvier, dont voici l'inventaire sommaire. 88 bijoux anciens, 172 intailles, camées et petits bijoux, 18 chasses émaillées du XIIIe et XIVe siècle, dont plusieurs sont très finis. 12 monstrances à pied, 3 chefs, un Christ vêtu d'une longue robe en émail bleu, lapis, champ levé, pièces fort belles et fort rares, plusieurs figures de vierges et d'apôtres en cuivre repoussé, un grand triptyque en cuivre doré de la fin du XIIIe siècle renfermant une foule de reliques de la Terre Sainte, 4 crosses et 5 custodes en émail, un édicule en cuivre doré que nous croyons être le pied d'une croix, 13 croix processionnelles, dont une est ornée de filigranes fort beaux et de pierres cabochons, un bras reliquaire en argent et 2 bâtons de chantre, 2 pièces rares qui semblent du XIIIe siècle. L'art antique nous offre une 50aine de pièces en verre ordinaire, urnes, dolium ou fioles, trouvées dans des tombes gallo-romaines du pays et appartenant à M. Bouvier. La même collection renferme aussi des casques et des épées en bronze, auxquels il faut joindre un nombre important de vases en poterie rouge gallo-romaine. Les émaux peints par les grands artistes du XVIe siècle faisaient presque complètement défaut pour laisser la place aux produits inférieurs de l'époque des Laudins, ainsi qu'à la nombreuse et charmante série de boîtes de montres émaillées par les Toutins et leurs imitateurs que possède M. Bouvier. J'ai fait quelques coupes, mais en réalité, Bouvier est cité à longueur de page sur quasiment un tiers de l'article, ce qui est quand même révélateur de son importance. Alors enfin, la distribution des médailles. Donc, lors de la séance extraordinaire de la Société tenue le 10 juin, le comte de B prononce un discours qu'on a déjà évoqué plusieurs fois en forme de bilan de la manifestation. Il nous dit donc
En moins de 20 jours, près de 16 000 personnes se sont donné rendez-vous dans ce sanctuaire de l'art et de la science devenu par moments trop étroit pour les contenir, et aucun de ces visiteurs éclairés ne s'en est éloigné sans emporter un sentiment d'étonnement et de satisfaction qui se traduisait le plus souvent en éloges auprès des hommes qui avaient présidé à cette intelligente organisation. Ensuite, Dutilleux décerne les médailles offertes aux exposants. Donc on a déjà dit que c'était Bouvier qui emportait la médaille d'or. Je donne très rapidement les noms des principaux autres lauréats, si je peux dire. Donc on a parmi eux le comte de l'Escalopier, le marquis de Landreville, Fernand Mallet et Douville de Maillefeu. Alors pour l'Escalopier, Landreville et Mallet, c'est des noms qui sont familiers à la région. On a également Desmottes, fils de Lille, ce qui est intéressant, qui obtient une médaille d'argent. Intéressant parce que Desmottes, père et fils, sont des acquéreurs auprès de Bouvier pendant la vente ou après. Et donc voilà, les médailles, on les a déjà vues tout à l'heure, mais donc les médailles sont aussi données à titre commémoratif, évidemment, aux différents contributeurs. Et dernier détail, lors de cette même séance, on sait que le maire d'Amiens fait valoir que l'exposition a obtenu un tel succès qu'il aimerait bien qu'on puisse la prolonger quelque peu, et donc au lieu de se terminer le 6 juin, elle ne prend fin que le 1er juillet. Alors je terminerai avec une évocation rapide de la part de la collection Bouvier dans l'exposition. On l'a déjà dit un peu, mais donc la collection Bouvier est l'une des attractions majeures de l'exposition de 60. Cet ensemble connu des amateurs et du marché de l'art est largement ignoré du grand public, y compris cultivé, et sa découverte, tant par la quantité que la qualité des pièces, c'est un vrai événement en tant que tel. Au sein de la commission, comme je l'ai dit, c'est le comte de B, président de la société, et d'Usvel, spécialiste du patrimoine Picard, qui sont chargés de faire la sélection. Sans doute que la personnalité du comte de B, qui était ancien militaire, lui-même officier et chef de bataillon de la garde nationale à Amiens et collectionneur de peinture, devait être assez sympathique ou de moins inspirer confiance à Bouvier pour le choix pour, disons, les négociations avec lui. Alors ça on l'a déjà dit ce matin, donc je vais passer, mais le comte de B fait quand même une sorte d'hommage, une longue tirade d'hommage à Bouvier lors de son discours d'inauguration, que Boyer de Saint-Suzanne enrichit également à son tour. Donc on a vraiment l'impression que la Société des antiquaires de Picardie, alors peut-être que les relations humaines n'étaient pas simples, mais au moins pour la forme et publiquement, on rend un hommage très appuyé à Bouvier durant toute l'exposition, et notamment on la loue universellement dans les articles de presse, dans les manifestations publiques. Donc vraiment l'impression d'un appel du pied plus ou moins appuyé envers Bouvier. Mais ceci dit, ce n'est que justice, parce que si l'on dénombre les objets dans le catalogue, on compte 1002 objets dénombrés précisément et quantité de mentions de groupes d'objets qui ne sont même pas dénombrés. On se fait une idée de l'effet d'ensemble grâce au fameux dessin qu'on a déjà vu tout à l'heure. Je me suis amusé à replacer les quelques objets que j'ai réussi à identifier avec certitude ou moins de certitude, mais enfin en tout cas qui proviennent ou pourraient provenir de la collection. Et la planche qu'on a déjà vue également tout à l'heure donne une idée des objets présentés qui proviennent de la collection. Malheureusement, le procédé n'est pas du tout systématisé, donc on n'a que peu de témoignages en fait, des objets présentés. Le moniteur des arts, sous la plume d'un certain Audi Fred, précise également et avance le chiffre de 1200 pièces de la collection Bouvier, et il nous dit même, détail, enfin c'est assez amusant, mais anecdotique, mais quand même intéressant, il nous dit « c'est à ce caractère d'ensemble qui est due la réputation de cette collection qui est journellement visitée par les amateurs les plus éminents. Dans une excursion qu'elle fit il y a quelques années, Madame la baronne de Rothschild y distingua plusieurs pièces rares dont elle se hâta de faire l'acquisition. » Quand même une mention qui aussi, je pense, pourrait être creusée, parce que des objets Bouvier, Rothschild seraient assez intéressants à identifier et à faire ressortir. Et pour ce qui concerne la collection Bouvier, l'intérêt du catalogue, bien qu'il reste assez vague, réside notamment dans la description des différents objets, de la variété et des tableaux, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a une question, on n'en a pas beaucoup parlé, donc je me suis amusé à non pas trouver les tableaux de Bouvier, parce qu'ils sont quasi impossibles à identifier, mais les tableaux du type de ceux que pouvait conserver Bouvier. On sait en particulier qu'il a un Christ insulté attribué à Dietrich, donc vous avez ici deux exemples dans des collections publiques, mais donc une autre version dans la collection Bouvier. Après des scènes, en fait des tableaux assez communs, si je peux dire, d'une production nombreuse, donc par exemple voilà, une poule et ses poussins, qui pourrait être celui-ci, qui pourrait en être un autre, ou alors aussi une tabagie de singes attribuée à Jan van Kessel, qui pourrait encore une fois être ce tableau comme il pourrait en être tout à fait un autre, parce que comme on le voit, c'est des tableaux assez communs qui sont plutôt le reflet d'un goût de la bourgeoisie de l'époque.
peut-être hérité de Guénard, comme on l'a dit également ce matin. Et alors là, j'arrive à ma conclusion pour de bon, en évoquant rapidement les prolongements de l'exposition de 1860, avec des acquisitions réussies et évidemment l'occasion manquée. Donc en 1859, lorsque l'idée d'une exposition naît, l'une des actualités importantes de la Société des Antiquaires, c'est d'aboutir le chantier du musée. Là, je vous montre une photo du musée en 59, ce qui vous expliquera assez facilement pourquoi on n'a pas choisi ce lieu pour tenir l'exposition. En revanche, je pense que le fait de vouloir d'abord présenter l'exposition au feuillant n'est pas forcément innocent, parce qu'en effet, au feuillant, le public n'avait qu'à se retourner pour voir le chantier du musée, ce qui aurait fait un coup de publicité également pour ce chantier extraordinaire, mais dont les financements étaient un peu difficiles, et pour lequel il y avait justement une loterie en cours précisément. Finalement, ça se tient à l'hôtel de ville, mais évidemment, j'imagine que le musée est dans toutes les têtes à ce moment-là. Et notamment, on expose dans l'exposition de 1860 plusieurs pièces appartenant aux collections du musée. Il n'est pas interdit dans cette mesure de penser que l'exposition se conçoit pour partie comme une préfiguration du musée à venir et comme un appel à la générosité de collectionneurs et propriétaires. D'ailleurs, les suites de l'événement sont plutôt favorables au musée, parce qu'en effet, on fait l'acquisition des collections de Fernand Mallet et, d'une part, comme on l'a dit ce matin, de la collection de Bouvier. Alors, c'est pas au musée, mais bon, en 66, on fait également l'acquisition de la collection du Comte de l'Escalopier pour la bibliothèque. Donc, néanmoins, parmi les personnages les plus remarqués lors de l'exposition, plusieurs donnent ou vendent leur collection pour les collections publiques d'Amiens. En 66 toujours, deux événements se font face cette fois-ci, ils ne sont pas conjoints, ils se font face. On l'a dit, l'exposition de Bouvier à la préfecture de près de 1500 objets pour les orphelins de l'épidémie du choléra. Et en face, alors pour le coup vraiment physiquement, au musée Napoléon, une exposition de peinture ancienne qui comptait quand même 347 tableaux de collections privées. On a l'impression que les deux expositions sont assez étanches et ne communiquent pas vraiment, ce qui laisse penser, comme on l'a vu ce matin, qu'il y a déjà largement de l'eau dans le gaz entre la SAP et Bouvier à ce moment-là. Alors malheureusement, l'élan d'enthousiasme autour de la collection Bouvier, évidemment, permis par l'exposition, se brise malgré les efforts déployés par la Société des Antiquaires, et la collection quitte définitivement Amiens. Et je finirai sur une ultime citation de Paul Mans, grand critique du temps, qui dans la revue L'Artiste nous dit, pour qualifier l'exposition, « L'exposition qui vient de s'ouvrir à Amiens sous le patronage de la Société des Antiquaires n'est qu'un pas de plus tenté dans cette route heureuse, à savoir glorifier les artistes du passé et encourager l'éclosion de talents nouveaux. Mais cette fois, le résultat est au niveau du rêve, et la société a trouvé dans son succès même une consécration définitive. » Et je pense quand même que c'est un hommage juste qu'on peut rendre à la société et à cet événement assez extraordinaire. Et je vous remercie pour votre attention.